Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous voilà donc réunis après avoir enregistré à l'École alsacienne le 8 décembre 2 émissions, la première sur la grève et sur la COP25 et la deuxième sur une émission thématique sur les séries télévisées et leur géopolitique. Nous voilà donc pour un bada dont la première question va être posée dès maintenant, c'est ici. Est-ce que, voilà... Alors bien évidemment, moi je vais poser une question sur les séries, pour profiter de la présence de monsieur Dominique Moisy. On vit une époque formidable, avec une personne morale qui prend définitivement le pas sur la personne physique. Et ça s'écrit aussi avec les séries télé, où le droit d'auteur cher à Beaumarchais, un auteur qu'on n'a pas encore cité jusque-là, aujourd'hui. Et Beaumarchais est en train de perdre par rapport au copyright américain. Et ce qui le fait perdre, c'est justement les séries. J'étais au Festival de la fiction télé à La Rochelle au mois de septembre, et c'était vraiment flagrant quand on écoutait la guilde des scénaristes, les syndicats de producteurs, de voir qu'ils étaient dans l'obligation de devoir utiliser beaucoup d'auteurs et qu'un auteur ne pouvait plus s'approprier ses personnages, mais qui devait forcément les partager et même les vendre et vendre ses droits d'auteur à un producteur pour que la série puisse s'inscrire dans une saisonnalité d'année en année exigée par les spectateurs, par les évolutions technologiques, par les Twitter, etc. Donc, est-ce que vous avez réfléchi dans votre analyse géopolitique des séries au fait que le droit d'auteur à la française est en train de perdre des moments importants par rapport au copyright américain, anglo-saxon? Dominique Moisy. La série est par essence un exercice collectif. Il y a celui qui rédige, ils peuvent être plusieurs, le scénario, et il y a ceux qui le mettent en image. Et les bonnes séries sont celles où il y a une interaction totale, dès le début presque, entre ces différentes catégories d'auteurs. Ce qui m'a frappé, parce que j'ai quand même rencontré, après la publication de ce livre, un certain nombre de grands du monde de la série, c'est que pour les meilleurs, ils étaient d'une très grande intelligence, ils sortaient des meilleures universités avec les meilleures notes, et ils avaient souvent fait des études littéraires. Alors ceux que j'ai rencontrés étaient l'équivalent de normaliens français. Donc ils avaient un doctorat en littérature de Oxford ou de Harvard. En fait, l'argent va à l'argent. C'est une constatation d'une banalité totale. Mais si on a parlé des séries aujourd'hui, c'est qu'en réalité, elles se sont transformées à la fin du XXe siècle. Elles ont été tellement meilleures, elles ont tellement changé d'univers qu'elles ont eu beaucoup de moyens et que ces moyens ont attiré les meilleurs. Entre Dallas, l'inspecteur allemand l'inspecteur d'Eric et les séries actuelles, il y a tout un univers. Et dans cet univers, je crois qu'il y a la différence des moyens qui ont été mis. Les séries ont désormais les moyens des films à gros budget. Pour faire la saison 8 de Game of Thrones, on a dépensé l'équivalent de 3 gros budgets. Je me trompe peut-être, mais c'est l'équivalent de Ben-Hur et des 10 commandements ensemble de Cécile B. DeMille. Jean-Louis Bourlange. Oui. Je crois que tu as tout à fait raison de souligner ça, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une translation profonde au sein de l'industrie du audiovisuel américaine? Le cinéma a lui-même profondément évolué, le cinéma d'auteur, le cinéma de dialogue, le cinéma qui nous plaisait dans les films de Mankiewicz, les grands classiques, ont cédé la place depuis Spielberg en réalité,
réalité ont cédé la place à de grandes machines de plus en plus technologiques, intersidérales, etc. Et la quintessence du cinéma américain s'est réfugiée, avec tous ces dialoguistes géniaux, dans les séries. Il y a eu une espèce de déplacement, et le cinéma que nous aimions aux États-Unis, maintenant nous le retrouvons dans les séries. Nicolas Bavray, pardon. Oui. Oui et non. Et je pense que l'exemple que tu prends de Spielberg est délicat parce que, en fait, Spielberg, dans ses meilleurs films, fait des sermons. C'est le grand rabbin Spielberg, et il est, quand on voit la liste de Schindler, c'est un film éthique qui est. Donc là, on est dans une autre catégorie. Mais beaucoup de scénaristes disent que, en réalité, c'est plus intéressant de faire une série parce qu'on a beaucoup plus de temps. On peut développer des personnages, même sur un plan économique, ça garantit le gîte et le couvert pendant très longtemps. Si la série est bonne, on va pouvoir la poursuivre. Nicolas Bavray. D'un mot, je voulais rappeler que, en fait, depuis les années 20, le cinéma est le deuxième poste exportateur pour l'économie américaine. Donc c'est un secteur industriel qui est extrêmement puissant et qui a vécu les différentes révolutions technologiques. Et évidemment, c'est une partie fondamentale du soft power des États-Unis, une partie qui résiste alors que beaucoup d'autres éléments sont en train d'être démantelés par Donald Trump. Et évidemment, derrière, vous avez un système de droit qui va avec, qui est aussi l'autre grand point de résistance du système américain, qui est l'exportation des normes juridiques. Paradoxalement, on a aujourd'hui des GI qui reviennent sur le territoire américain, et à l'inverse, les États-Unis continuent à exporter leurs droits et leurs images. Merci. Une question ici et là-haut. Alors, je vais tenter de réconcilier Jean-Louis Bourlange et Nicolas Bavray sur leur optimisme et leur pessimisme. C'est ça, vous voulez ma place, quoi. Alors, donc, peut-être que le changement climatique va apporter une solution au problème des retraites. Si on continue à ne pas y apporter d'autres réponses. La vision optimiste, c'est les deux, voilà. Mais à condition que ce soit les vieux qui soient frappés. En particulier, mais donc par rapport à cela, je voudrais revenir sur l'absence de séries qui permettent de représenter des futurs souhaitables, des imaginaires positifs et des horizons qui, justement, face à ce problème de changement climatique et d'autres, permettre de dépasser cela. Alors, est-ce que c'est juste le fait que c'est plus difficile de faire une série avec du positif, des bonnes idées, enfin des choses positives, etc., par rapport à l'Héros et le Thanatos qui fascinent plus, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème d'intelligibilité du monde et de difficulté à le dépasser, alors du point de vue des séries ou des romans? On dit que les bonnes nouvelles, ce ne sont pas des nouvelles dans le monde de la presse, et c'est tout à fait fâcheux, effectivement. J'ai fait un petit livre cette année qui s'appelait Leçons de lumière. J'ai été le présenter aux étudiants des grandes écoles. On ne se battait pas dans l'amphithéâtre. Alors que, en réalité, quand j'avais présenté la géopolitique des séries, il y avait des étudiants sur les marches. L'avenir de l'Europe les intéressait beaucoup moins que la conclusion du destin du royaume de Westeros. Lucille Schmitt. Oui, par rapport à ce que vous dites, tout à l'heure Mathias parlait de Baron Noir, une excellente série française dont les scénaristes, enfin Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont sont les deux scénaristes. Et Éric Benzekri, moi je l'ai connu, peut-être Mathias aussi, il était au Parti Socialiste et il connaissait par cœur Julien Drey, qui est censé être le principal personnage de la série. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu, la véracité, etc., là, se mettent à l'appui de quelque chose effectivement d'assez noir.
voir. Mais par rapport à votre question sur le positif et l'optimisme, encore faudrait-il que le réel fournisse des éléments positifs et de réalisme qui soient pas cucu, en fait. C'est ça le sujet. Par exemple, sur la question climatique, la question écologique, on voit qu'on balance en permanence entre le catastrophisme et donc une forme de dépression tout à fait normale, naturelle. On se déprime quand on se dit que la catastrophe arrive, ou la question du progrès technologique, la géo-ingénierie qui va nous permettre de capter l'ensemble du carbone, mais ce qui évidemment est totalement délirant. Et la question, c'est au fond cette société qu'on appelle post-climatique, en quoi est-ce qu'elle peut consister réellement? Quels sont les personnages d'une société qu'on qualifie pas de post-carbone ou de post-COP21, qui soit pas post, mais qui soit dans la réalité? Donc il reste à inventer ça. Sur la littérature, puisque vous posez la question, et que c'est vrai que je lis beaucoup de romans pour un prix que j'ai créé là-dessus, on voit aussi beaucoup de catastrophisme dans le romanesque, et notamment autour de la souffrance, de la catastrophe. Mais on voit des personnages plus complexes, en fait. C'est là que, tout à l'heure, quand je posais cette question à Dominique Moisy sur la complexité, j'avais en tête que si on veut inventer cette société écologique dont on nous rebat les oreilles sans pouvoir la décliner, il faut tenir compte de la complexité de ce que nous sommes et non pas de l'impératif moral. Donc, dans la littérature, ça commence à émerger. Sur l'image, c'est plus compliqué parce que montrer la complexité à l'image, c'est plus compliqué quelque part que dans le texte, me semble-t-il. Il y a tout en haut une question. Merci et merci pour les 2 heures auxquelles on a eu la chance d'assister. Je vais faire à la Jean-Louis Bourlange une brève et une question. Non, la petite brève, c'est vous faites la brève longue et la question courte. Exactement. Je sais que j'avais. Non, la brève, c'est une autre série qui n'a pas été évoquée et qui est exceptionnelle, je trouve, qui s'appelle The Young Pope, qui a aussi une vocation auto-prédictrice sur ce qui se passe au Vatican, et avec une capacité à décrire aussi la réalité, avec un pape qui a fait un miracle dans sa jeunesse, etc. C'est série, et merci beaucoup donc pour votre intervention et votre livre sur ce sujet. Et la deuxième partie de donc, The Young Pope qui démarre le 16 janvier. Parce que c'est aussi ça, ces séries, on les attend avec impatience. La question était plus sur les retraites, pardon. Ouais, on redescend. De The Young Pope aux retraites, voilà. Et on a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il faudrait réintégrer les sujets de pénibilité, de parcours individuel et tout ça. Je pense que c'est vrai. Je pense, dans cette perspective, que le système à points est probablement une étape de transition vers un type de retraite et un type de calcul des retraites à réinventer. Mais je pense que c'est vrai, mais que c'est impossible aujourd'hui. Et je pense que les moyens demain seront peut-être disponibles. Je pense qu'on sera probablement tous truffés de capteurs qui permettront d'anticiper, ou de tests ADN qui permettront d'anticiper ce que sera notre vie demain. Et donc la question était, est-ce que aujourd'hui, en se mettant à la place d'un gouvernement et d'un Édouard Philippe qui dit dans le journal du dimanche ce matin, si on ne fait pas ce système de retraite, ce sera pire demain. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de dire, ça sera encore mieux demain, mais donnez-nous le temps, et aujourd'hui c'est probablement le moins mauvais des systèmes qu'on vous propose. Voilà ma question. Vous avez commencé une sorte de scénario de série avec l'idée qu'on va tous se balader avec des capteurs. Je pense qu'il n'y a plus qu'à écrire le reste. Est-ce qui veut être Mathias Fickel? Pour commencer, d'abord pour confirmer que The Young Pope est une très belle série. Sur l'aspect retraite, en réalité, à la fin, vous posez quasiment la question de l'utilisation des données personnelles. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, entre la montre connectée, l'assiette qui vous dit de ne pas reprendre de fromage ou de ne pas en prendre du tout, le verre de vin, etc., vous pouvez aller assez vite. Techniquement, aujourd'hui, vous pouvez aller vers des choses catastrophiques, en tout cas qui sont le contraire de, je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle souhaite comme modèle de société. Ça pose aussi sur la réforme des retraites la question de la solidarité nationale. Parce qu'en réalité, dans l'approche que vous défendez, si je comprends, pas que vous défendez, que vous présentez, que vous indiquez, on est dans de l'assurantiel pur, et on est dans une assurance de risque individuel, et en fonction de votre situation, de votre état de santé à la naissance, ensuite de la manière dont vous prenez ou non soin de vous, dont vous appliquez les préceptes qu'on considère justes pour une vie longue, saine, etc., le sport que vous faites, le type de produit que vous mangez, les quantités, le nombre de pas, depuis la Madeleine jusqu'à ici, etc. Bon, on est posé en réalité la question aussi de la solidarité nationale dans le système de retraite et dans le système de santé. Alors là-dessus, chacun a ses idées. Aujourd'hui, on est quand même encore, heureusement, dans quelque chose d'extrêmement encadré
et protecteur en France et en Europe sur l'utilisation des données personnelles à cet égard. Moi, il me semble assez peu souhaitable d'aller vers ce type d'évolution. Donc je pense une des grandes questions d'ailleurs qui se pose, j'arrêterai là-dessus, c'est est-ce que dans la réforme des retraites, on reste dans un système de solidarité nationale et dans un système par répartition, ou est-ce qu'au contraire, on commence à aller vers d'autres types d'analyses, à la fois sur les risques individuels, sur la capacité contributive de chacun, et éventuellement sur la capitalisation. Donc là, on change vraiment complètement de paradigme. Nicolas Baffrez. Alors d'abord, la pénibilité, elle a commencé à être intégrée aujourd'hui. Elle existe avec la prise en compte des carrières longues. Et puis comme vous savez, il y a eu la dernière réforme des retraites a essayé d'intégrer ce facteur-là. En réalité, on peut tout à fait... Aujourd'hui, on est dans un système d'annuité, la pénibilité est reconnue, on peut l'intégrer dans un système par points, il suffit de donner plus de points aux métiers pénibles. Il y a un juge de paix, à mon avis, qui est meilleur que le suivi individuel, qui est l'espérance de vie. C'est ce qu'on a dit. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement objectif et qui permet précisément de prendre en compte les décalages qui existent aujourd'hui, puisque c'est vrai que on a des régimes spéciaux qui donnent des avantages très importants à des professions ou des métiers qui ne sont plus forcément vraiment pénibles, et à l'inverse, on a des métiers ou des professions vraiment pénibles et qui sont mal pris en compte. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que le côté l'universel ou le régime unique, c'est la justice, est quelque chose qui ne fonctionne pas, et je pense que, notamment pour un certain nombre de fonctions régaliennes de l'État, pour ce qui concerne les militaires, les policiers ou les pompiers, il est absolument indispensable de conserver des formes de spécificité pour reconnaître des risques qui vont tout à fait au-delà du droit commun. Jean-Luc Bourlange. Oui, juste, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Juste un mot. Moi, il y a une chose que je ne parviens pas bien à saisir dans le discours officiel actuellement, le discours du gouvernement. Manifestement, il y a un argument qui est à la base de ce mouvement de réforme, qui est que les jeunes, et ça c'est vrai, estiment qu'ils n'auront pas de retraite. Vous discutez avec quelqu'un de 30 ans, de 35 ans, etc. Il dit, on sait que les retraites, c'était pour vous, nous ne les aurons pas. Mais je ne vois absolument pas le rapport entre le type de réforme qu'on nous propose, quelles que soient ses justifications, je ne vais pas rediscuter de ça, en termes d'égalité, etc., et la soutenabilité du système de retraite. Poser le problème de cet ordre, dans ces termes d'avenir de la retraite, c'est évidemment profondément s'intéresser aux mesures d'âge, notamment. Or, c'est justement ce qu'on exclut. Et donc, il y a, je crois, et c'est une des difficultés qu'on a, une certaine contradiction entre l'attente des gens, et ce qui justifie la réforme, et la nature même de cette réforme qui est d'un autre genre. Lucille Schmitt. Oui, je crois qu'on parle beaucoup de pénibilité. En fait, il y a aussi autour de la retraite la question de la reconnaissance de ce qu'on fait pour la société. Et donc, il y a un sujet à la fois de solidarité intergénérationnelle. C'est étonnant que les jeunes disent qu'ils n'auront pas de retraite, alors qu'au fond, notre retraite dépend de la manière dont les jeunes la financeront, puisque c'est un système par répartition. Donc ça montre bien l'ampleur aujourd'hui de l'incapacité collective à imaginer qu'il y a un avenir à notre système de retraite. Et la deuxième chose par rapport à cette question de la reconnaissance, c'est moi je trouve que la question des professeurs est vraiment fondamentale, parce que s'ils font autant grève, c'est quelque part, non pas parce qu'ils disent notre métier est pénible, mais ils disent notre métier n'est pas reconnu, alors même qu'on nous dit que c'est l'avenir de la société. Donc comment est-ce qu'on fait, en dehors de termes consacrés sur la pénibilité, etc., pour appuyer sur quelque chose justement de positif par rapport à cette question de la reconnaissance de professions aujourd'hui dévalorisées, confrontées à des conditions de travail d'ailleurs assez pénibles, mais qui ne doivent pas être considérées comme dans la pénibilité. Il y a de nouvelles catégories à inventer si on veut que ce système de retraite fonctionne. Je vous remercie. Je voudrais signaler quand même deux séries, une mini-série qui est une reprise de l'Henri V avec une transformation de Falstaff en héros positif, en héros héroïque, une sorte de Porthos, si je puis dire. Ça s'appelle The King, le roi. Et puis une série américaine qui promet, je n'en ai vu que 2 épisodes, mais qui s'appelle Le Survivant désigné, The Design Survivor, dans lequel donc tout le Capitole explose, tout le gouvernement meurt, tout le Congrès presque et disparaît également, et
se trouve, en vertu d'une disposition constitutionnelle jusqu'à présent ignorée de beaucoup de gens, un ministre, le plus petit dans l'échelle, qui est le secrétaire d'État au logement, qui se retrouve devenir le président des États-Unis et devoir affronter tout ce qui peut se passer à partir d'un événement aussi considérable que la disparition du Congrès. Je remercie Christian Sory et Charles de Silla qui ont enregistré ces 2 émissions et ce BADA, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine, puisque de toute façon nous diffusons 52 émissions par an, et merci au public de l'École alsacienne et à l'École alsacienne.